très dur, tu vois. Vraiment très dur. Je touche le fond, pas loin de faire une tentative de suicide, tu vois. On se lance tous dans l'immobilier, mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'immobilier, ça peut être complexe par moment. C'est aussi un peu de... Je viens pas du tout de ce monde-là. Moi, j'ai fait D'accord. 10 ans d'études médicales. Au fond du fond, je kiffais l'aérospatiale. On suivait les astronautes de centres spatiaux en centres spatiaux. À cause de ce boulot, j'étais jamais là. J'étais partout dans le monde. Je travaillais 7 sur 7, mais pas de vie. Du coup, moi, à titre perso, j'ai fait le constat à l'époque. Le seul bien que je possède, c'est une Opel Corsa qui vaut 3000 balles. Je loue même pas de logement parce que je suis tellement pas souvent là que quand je rentre, je suis en Airbnb. Parce que je repars en mission tous les 3-4 matins. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir Steven. Salut Steven. Salut Christophe, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être sur ta chaîne aujourd'hui. Eh ben écoute, cool, on va pouvoir échanger. Logement atypique, je crois ta spécialité. C'est un petit peu devenu ma grosse spécialité avec le temps. Ouais, c'est exactement ça. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, nous parler un petit peu de ton parcours. Et après, j'aurais une question. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est tes passions. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, moi, je m'appelle Steven. J'ai 33 ans aujourd'hui, bientôt 34, je pense, quand ça sortira, parce que c'est dans 4 jours. Donc, on va dire 34 ans. T'es né quel jour? Le 16 février. Moi aussi. Ah bah, 16 février, 4 ans, 11, tu vois. Donc, je vais sur mes... Moi, 84. Ah, tu vois, c'est dingue. Dans... Eh bah, tu vois, dans 3-4 jours, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis donc investisseur immobilier, entrepreneur aussi. J'accompagne beaucoup de personnes dans l'immobilier, mais je viens pas du tout de ce monde-là. Moi, j'ai fait 10 ans d'études médicales avant, donc rien à voir. J'ai fait 10 ans de cardio. J'ai travaillé 4 ans pour le Centre spatial français européen. On préparait un petit peu tout ce qui était les corps des astronautes à partir dans l'ISS, etc. D'un point de vue cardio, on essaie d'améliorer leur qualité, on va dire, de vie là-haut. J'ai fait ça pendant 4 ans en thèse et j'ai enseigné aussi l'anatomie pendant 2 ans à la fac de médecine de Caen, en Normandie. Et voilà, j'ai tout plaqué. Maintenant, je suis de l'IMO. Génial. Et tes passions, c'est quoi aujourd'hui ? Mes passions, c'est quoi? Je suis un très grand fan de sport, donc ça, j'en fais beaucoup, principalement de la musculation. J'en ai fait à haut niveau en compétition pendant très longtemps. Maintenant, je suis plus vieux, donc maintenant, c'est de l'entretien, mais j'ai fait beaucoup de ça pendant très longtemps. Et moi, je suis un fan de tout ce qui est adrénaline nature, tu vois, plongée sous-marine, genre ça, c'est une de mes plus grandes passions. Genre, je suis un dingue de plongée. Je fais le tour du monde pour plonger. Je cours après les requins. Je fais des plongées profondes, plongées nitrox, plongées de nuit. Je suis passionné de ça et tout ce qui est moto, voiture, saut, enfin ça me T'as fait parachute déjà? J'ai pas fait parachute. Bah tu vois, c'est le seul qui m'attire moins. Je trouve que les sensations, c'est un peu pépère, mais il faudrait que je le fasse. Parachute, c'est pépère? Peut-être pas la chute. Peut-être pas la chute, mais c'est court. Ouais, faudrait. Mais c'est vrai que ça, c'est jamais un truc qui m'a trop attiré. Mais tu vois, plonger, monter des ascensions de sommet, etc. Ça me fait kiffer. Tu vois, descente, VTT de descente et tout ça, j'en fais beaucoup. Ouais. Ça, je kiffe. Vraiment cool ça. Ouais. Ok, nickel. On se lance tous dans l'immobilier, mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'immobilier, ça peut être complexe par moment et que c'est aussi un peu de sacrifice, surtout au début. Quel a été ton pourquoi? Pourquoi tu as investi dans l'immobilier? C'est une bonne question. Tu sais qu'on me la demande tout le temps. Même moi, j'essaie d'y répondre. En réalité, moi, quand je me suis lancé, j'étais en thèse, donc tu t'imagines un peu le truc. J'étais dans mes années d'études, 10 piges à faire médecine, sciences, machin, tout le tralala. Et en vrai, je sais même pas trop pourquoi j'ai choisi cette filière-là. Tu sais que c'était en mode... Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes aussi, c'est le cas. J'ai filé parce que c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents, tu vois. Je viens d'un monde, je vais pas dire pauvre, mais classe moyenne, tu vois. Mais c'était, écoutez, faites pas comme nous. Mon père est ouvrier, on est 4 enfants, moi chez moi, donc ma mère nous a élevés. Elle a repris le boulot là à 60 ans pour un peu assurer sa retraite, tu vois. Mais ça a été en mode, faites des études, parce que si vous faites des études, vous allez mieux vous en sortir que nous dans la vie, etc. Donc j'ai mon frère qui est devenu ingé. Moi, je suis le deuxième. J'ai dit, écoute, je vais faire un truc, mais je sais pas trop. Mais en gros, il fallait que je fasse peut-être le plus long, que je suive le parcours. Comme ça, au moins, je savais que j'allais avoir un truc un peu cool et que ça devrait me payer. J'aimais bien la science, j'aimais bien l'humain, j'aimais bien un peu tout ça. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais aller là. Puis, j'ai filé licence, master, doctorat. Mais au fond du fond, je kiffais l'aérospatiale. Vraiment, je kiffais l'aérospatiale. J'aimais bien la médecine, donc j'ai réussi à faire une fusion des deux. Mais c'est vrai que tu te dis, avec le temps, putain, j'ai fait 10 ans de ça et
Je sais pas trop pourquoi, tu vois. J'avais fait le tour, à la fin de mes études, j'avais presque fait le tour, tu vois. Et je suis en dernière année de thèse. Je suis en train d'écrire mon manuscrit. Je reviens de l'étranger parce que j'ai quasiment fait 3 ans à l'étranger parce que du coup, on suivait les astronautes de centres spatiaux en centres spatiaux. Donc j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Star City à Moscou, etc. J'ai fait beaucoup de ça pendant 3 ans et demi. Et puis à la fin de ta thèse, tu dois rédiger un manuscrit de 600 pages pour soutenir, etc. Donc tu rentres un petit peu avant et j'avais 6 mois pour le faire. Et là, tu vois, mon pourquoi il est arrivé là, c'est de me dire, ok, je venais de casser ma relation, qui durait quand même depuis plus d'une dizaine d'années à l'époque, parce que à cause de ce boulot, j'étais jamais là, j'étais partout dans le monde, je travaillais 7/7. Donc moi, j'ai vu des expériences, c'était cool, j'ai fait des choses incroyables, enfin vraiment c'était extraordinaire, mais j'ai fait du vol parabolique avec Thomas, je veux dire de la pesanteur, on a vraiment fait des trucs de fou, mais pas de vie. Du coup, moi, à titre perso, j'ai fait le constat à l'époque, le seul bien que je possède, c'est une Opel Corsa qui vaut 3000 balles, tu vois. Mais c'est vrai, j'ai pas de logement, je loue même pas de logement parce que je suis tellement pas souvent là que quand je rentre, je suis en Airbnb, parce que je repars en mission tous les 3-4 matins. Je gagne un salaire de misère parce que je suis encore thésard, donc factuellement, je gagnais avec les enseignements, je faisais un tout petit 1007 par mois. Et je me dis, mais attends, j'allais sur mes 28 ans, parce que 10 ans, j'ai eu le bac à 18 ans, donc j'allais sur mes 28 ans et je me suis dit, mais attends, je peux pas continuer comme ça, je viens de me faire larguer, je me retrouve tout seul. Dans 6 mois, j'ai ma thèse, j'ai plus de nana, j'ai plus rien, j'ai même pas d'appart. Là, demain, ma vie depuis 4 ans, c'est une valise dans une Opel Corsa et je prends l'avion, quoi. Et je me suis dit, attends, il faut quand même que je fasse peut-être un truc parce que là, c'est assez chaud. Et puis là, je commence à taper un peu sur Internet. Quoi faire quand on est adulte, un truc comme ça. Mais vraiment, tu vois, un truc, même pas tout de suite argent, tu vois, j'y pense pas. Et je commence à voir des trucs un peu d'adulte, tu vois, alors qu'il y avait 28 ans, mais j'étais vraiment un bébé, tu vois. Et là, je vois, les gens, ils achètent de l'immobilier, ils achètent leur maison, ils achètent des apparts. Je me dis, tiens, vas-y, ça va m'occuper. Je vais acheter un petit appart. Je vais foutre un locataire dedans. Et puis, comme ça, dans 20 ans, je l'aurai et peut-être ça sera cool, tu vois. Et puis, je commence comme ça. Et puis je finis ma thèse. Je me retrouve vraiment seul et là je me dis mais attends il faut je peux pas rester comme ça, tu vois, je peux vraiment pas rester comme ça, je me fais larguer, c'est là très dur, tu vois, vraiment très 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 dur, je touche le fond, pas loin de faire une tentative de suicide, tu vois, ouais, vraiment très 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 dur et là je me dis ok, il faut que ma vie change, je peux pas rester comme ça, suivre un peu le mouvement que le centre m'envoie où il a envie de m'envoyer, enfin je veux dire je fais rien de ma vie, c'est pas possible, et là je me dis non c'est pas possible, il faut que je reprenne ma vie en main à tout prix. Et je me dis aujourd'hui je suis seul, mais je le serai pas toujours. Un jour j'aurai une famille et je peux pas rester comme ça sans rien. Et là je commence à me fumer sur Internet, comment investir. Et là je vois qu'il y a d'autres choses qui arrivent. J'entends le mot cash flow pour la première fois de ma vie. Et ça, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Et je commence à regarder, creuser. Putain, je vois qu'il faut lire des livres, il faut lire Père riche, Père pauvre. Je fume genre, je sais pas, peut-être 40 livres en 6 mois, je fais que ça, nuit et jour. À la salle de sport, je lis des livres, je fais que ça. Et là, je me dis, ok, go. Et là, du coup, je me dis, faut que je me lance. Et pour changer de vie, tu vois, j'en avais marre. Ça m'avait coûté ma vie privée, ça m'avait tout coûté. Les gens me disent souvent, mais t'as fait 10 ans de ça et tout. C'est ouf de toi de quitter. Ouais. Tu sais, quand tu pars de rien, tu dis, bon, après, t'avais rien à perdre. Mais là, tu dis, avec ce que t'as osé tout plaquer. J'en pouvais plus. Ça m'avait coûté tellement cher, ça m'a mis tellement bas qu'en fait, il fallait que je me casse à tout prix. Ouais. Et du coup, c'est ça qui m'a dit, j'ai pas de plan B, tu vois. J'ai tout plaqué, j'ai soutenu ma thèse. Le 19 décembre, je me rappellerai toujours de cette date. Le 19 décembre, j'obtiens ma thèse. J'ai dit au jury, voilà, je me lance dans l'IMO, je me donne 5 ans pour voir ce que j'ai dans le trip. Il y avait la PDG du CNES, du Centre spatial français, qui se décompose. Parce que t'as payé ta thèse pendant 4 ans. Ça coûte cher, tu vois, des recherches. Elle me les a payées pendant 4 ans. Donc, elle était en mode, vous avez votre diplôme. Bon, tu vas venir embaucher. Voilà, maintenant, j'aimerais avoir le retour sur investissement de ce que j'ai investi sur ta tête, tu vois. Et là, je dis non, je suis désolé, mais je me donne 5 ans. J'ai le diplôme. Si jamais je me chie trop, au pire, je pourrais peut-être revenir dans 5 ans. Mais si tu te rends compte qu'à la vitesse de ce monde-là, t'es archi dépassé 5 ans après. Mais bon, peu importe, je l'avais quand même. Et là, j'ai dit non, mais je me donne 5 ans. On va voir. Faut que je change de vie, tu vois. Et je suis rentré le 20 décembre chez ma mère à 28 ans avec mes valises et je dis papa, maman, je reviens habiter là. Je suis resté quasiment 2 ans chez mes parents à bosser, à mon premier investissement que j'ai fait, et j'ai bossé comme ça. C'était hardcore. Et le premier investissement que tu as fait, du coup, c'était... Enfin, si tu peux nous partager un peu... Ouais, bien sûr. Il a été dur celui-là parce que du coup, donc j'ai cette prise de conscience sur les tout derniers mois de soutenir ma thèse. Et là, en fait, tu sais, ça m'est même venu à l'idée de me dire attends, faire l'IMO, machin, je commence à voir les immeubles, etc. qu'il y a à faire. Je me dis, attends, il y a moyen de faire un truc. Je commence à fouiller. Je commence à faire les visites
Première visite, je trouve ça va pas. Deuxième visite, je trouve une maison de ville, 3 plateaux, ça fait 240 mètres carrés. Et je me dis, mais attends, je peux faire 5 apparts dedans. Je regarde le truc, je me dis, mais attends, si je fais 5 apparts, je me fais plus de fric que là, ce que je suis en train de gagner, tu vois. Et là, je suis même en train de me dire, mais est-ce que je finis ma thèse, quoi, tu vois. Et là, mes parents, mes amis me disent, mais attends, t'as quand même pas fait 9 ans et demi pour t'arrêter à 6 mois de l'avoir. Au moins, va au bout. Et puis, au pire, si jamais en plus t'as envie d'arrêter et de faire autre chose, tu pourras. Donc, je l'ai fait en parallèle que je fais cet investissement. Donc là, je le visite. C'est un bien qui est affiché à 90 000 euros, je crois. On est dans une petite ville de 28 000 habitants. J'arrive à l'avoir à 75 000 euros. Il est dans son jus, il est inhabitable. Il y a vraiment tout à refaire. C'est un projet total à 225 000. Donc c'est pour te dire, je mets 150 000 de travaux à peu près, 75 000 d'achat. Et je le trouve assez facilement, deuxième visite. Mais arrive le moment de trouver le prêt. Et là, c'est dur. Parce que du coup, je suis ni CDI, ni CDD. Je suis en doctorat. Donc, j'ai un contrat doctoral, 50% centre spatial, 50% université de Normandie. Tu gagnes 1700 balles. J'ai pas particulièrement d'argent de côté. Tu vois, j'avais 25 000 balles un peu de côté. Donc, j'ai pas zéro non plus. Hein. Ouais. Mais je crois pas, on en reparlera peut-être, mais je crois pas trop à la théorie de se lancer en IMO avec zéro. Je trouve que c'est une énorme connerie. Enfin, c'est vraiment dangereux, même surtout, je trouve. Et là, je me dis, bon, bah, je vais aller voir les banques. Autant dire que mes parents ils disent, mais tu rêves, enfin tu crois que tu vas te faire financer 225 000 euros comme ça? Je prends un refus, je prends 2 refus, je prends 10 refus, je prends 12 refus, je prends 15 refus. Et finalement, à 17-19 banques, j'arrive à l'obtenir, tu vois. Parce que le même discours, ah, c'est bien, vous avez une belle carrière, mais vous pouvez pas revenir dans 6 mois quand vous aurez le diplôme et le boulot. Et là, il y a aucun problème. Je dis, bah, je sais qu'il y aura pas de problème dans 6 mois avec un boulot. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous me fassiez confiance maintenant. Mais non. J'y vais, je prends des murs. Ma banque Crédit Agricole à l'époque me met un mur énorme. J'en fais plein, je prends que des murs. Je rentre chez moi souvent la queue entre les pattes, comme on dit, tu vois. Mais vraiment, ça m'est même arrivé un soir de finir en larmes, tu vois. De me dire, mais en fait, je l'aurais jamais. Puis tu sais, t'as pas l'assurance qu'on a, toi et moi, aujourd'hui, parce qu'on a le recul, on l'a fait, on sait que ça va payer un jour. Là, tu sais pas, t'es dans le flou, t'as personne qui te soutient, tu sais pas, t'as pas le mindset d'aujourd'hui. Donc tu te remets en question sans cesse. Ça se trouve, je suis juste en train de faire une connerie. En fait, c'est juste des conneries sur YouTube. Personne n'arrive à devenir riche avec ça. Et puis finalement, je persiste. Et puis j'ai la BNP à l'époque qui me dit, écoute, non, on a beaucoup de médecins, etc. On sait ce que ça vaut. La directrice me dit, ok, je mise sur toi. Par contre, bah, tu domicilies tous tes comptes, tu bouges tout. Moi, j'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à vendre tout pour avoir mon prêt. Donc, je quitte les Crédit Agricole. Je lui dis, écoutez, vous m'avez pas fait confiance, moi, je vais ailleurs. Et je me rappellerai toujours pour l'anecdote, la directrice de la BNP me dit, ok, je te prête parce que tu vas finir médecin. T'aurais été boulanger, je t'aurais jamais prêté. Ouais. Mais je pense que je veux faire une aparté là-dessus. Tu sais, quand je travaillais à la banque, c'est pareil. J'ai eu une fois un jeune en interne, donc, pour faire médecine. Le gars, il vient, une tête de con parce que son père est déjà médecin. Enfin, voilà, le mec, il a la grosse tête, quoi. Et moi, je fonctionne au feeling, donc ça me plaît pas du tout. Il vient pour me voir pour acheter sa RP. Je lui dis non. Là, j'ai le directeur, c'est un pote. Il revient me voir et me dit, écoute, Christophe, on va le financer. Je lui dis, bah, hors de question, c'est une tête de con, j'ai pas envie, quoi. Il me dit, bah, si, parce que on va miser sur lui, tu vois. C'est un interne, il va être médecin plus tard. Et voilà, il va se rappeler toute sa vie qu'on lui a financé sa résidence principale quand il était en études. Et du coup, on lui a financé. Donc, je pense que la banque mise aussi, enfin, je suis même sûr que la banque mise sur des profils. Donc, tu avais un profil et c'est pour ça que c'est même étonnant que tu aies dû faire autant de banques pour pouvoir te faire financer parce que souvent, les banques, elles se disent, bah voilà, on tient un profil, on a envie plus tard qu'il soit chez nous aussi, donc on va lui financer ça. Mais clairement, c'est ça qui a payé, en tout cas, pour ce coup-là. Et c'est pour ça, souvent, les gens me disent, mais tu regrettes pas d'avoir perdu 10 ans de ta vie, alors que maintenant tu l'utilises plus du tout? Non, jamais de la vie. Ok, c'est 2 mondes différents, mais déjà, aujourd'hui, sans ça, j'aurais peut-être jamais eu mon premier financement, et au final, on sait pas, j'aurais peut-être jamais fait d'IMO, ou si, mais j'en sais rien. Et au-delà de ça, j'ai vécu 10 ans, voilà, c'était extraordinaire, etc. Mais pour moi, c'est une page. Voilà, j'ai kiffé, j'ai fait autre chose. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, et elle m'a permis de me lancer, et franchement, je regrette pas, tu vois, je regrette pas. Mais ça a été dur. Ça a vraiment été dur, le premier. Mais bon, voilà, on sort un truc à 225 000. J'ai mis 1 an de travaux. J'ai pris des artisans, mais j'ai bossé quand même. Voilà, j'y allais 7 sur 7. Du coup, j'étais rentré chez ma mère. J'avais 2 ans de chômage, donc je touchais un peu mon chômage. Et mon père venait m'aider tous les soirs. Lui débauchait à 17h. On bossait jusqu'à 20h parce que j'étais pas très manuel, tu vois. Ça va, tu vois,
même si j'ai fait des études, j'ai quand même été assez manuel. Parce que mon père, Emmanuel, tu vois, on vient de famille portugaise, donc tout ce qui est maçonnerie, tout ça, il connaît, on est dans le cliché, mais c'est vrai, même s'il a jamais été artisan, mon père. Voilà, dans sa famille. Mon père, il travaille dans une boîte qui fabrique tous les tubes pharmaceutiques, etc., tubes d'aluminium, etc. Donc vraiment ouvrier d'usine, tu vois. Donc, mais bon. On a fait plein de chantiers sur les week-ends, etc. Donc, je reste quand même manuel, tu vois. Mais moi, j'aime bien, tu vois, les sports un peu d'adrénaline. Donc, je suis pas trop quelqu'un qui est trop scolaire. C'est pas paradoxal, mais j'aime bien le terrain, tu vois. Même aujourd'hui, j'aime bien le terrain. Donc, ça va, les travaux, je me démerde, tu vois, je bosse. On fait 1 an et on sort 5 lots. J'en ai 2 qui sont loués, donc en longue durée, parce que les locataires étaient déjà là. Donc, mais aujourd'hui, je les ai toujours. C'est les 2 seuls de tout mon parc que j'ai en location courte, en location longue durée à l'année. Okay. Et je récupère les 3 autres et je fais de la LCD dedans. Parce que maintenant, je fais plus que ça, mais à l'époque, je le teste aussi. Et aujourd'hui, ce bien-là, je l'ai toujours. Il me rapporte en moyenne 2000 € de cash flow par mois, à peu près. D'accord. À peu près, ouais. Top. Sur la division, c'est toi qui crée la division ou elle est déjà créée? Non, il y a déjà 2 compteurs et moi je crée les autres. Il y a l'autorisation d'urbanisme, on peut faire tout ce qu'il faut. Donc on fait les 5 compteurs Linky, on fait la petite colonne et puis c'est parti. Ok. Pour ceux qui nous regardent, tu as le coût d'un compteur Linky de la création? 2000 €. Ouais, c'est pas si cher, c'est à peu près 1000 balles un compteur, quoi. Ouais. 1000 balles à compteur. Ouais, c'est. Ouais. Bah, le compteur, en réalité, tu le payes même pas. Oui, non, mais je te parle de la création. C'est ça, la création de la colonne, l'ensemble. Ouais, pour là, j'en mets 4, je crois, à l'époque. Ça doit me coûter peut-être entre 4000 et 6000 balles l'installation complète, tu vois, avec la colonne, parce que du coup, il te faut les armoires coupe-feu, les portes et tout pour les pompiers, c'est un peu chiant. Mais grosso modo, c'est dans ces eaux-là, 5000 balles, quoi. Ok. C'est pas déconnant. Ouais. C'est pas déconnant, je trouve. Ok, par rapport à l'investissement. Ouais, non, c'est pas déconnant. Aujourd'hui, avec toutes les contraintes, les nouvelles contraintes, on va dire qu'il y a, quel est ton avis là-dessus? Par exemple, là, on vient de voir avec la nouvelle loi de finances que les frais de notaire, les impôts qui sont liés aux frais de notaire augmentent donc de 0,5%. Ouais. Qu'il y a des avantages sur la location meublée non professionnelle qui disparaissent, notamment sur la plus-value. Ouais. Qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ça? J'en pense qu'on est en France. Donc, de toute façon, on sait qu'on n'est pas un pays où la fiscalité est la mieux. Maintenant, moi, je suis pas du genre à cracher sur la France parce qu'on n'a peut-être pas une fiscalité qui est ouf. Ça, c'est indéniable. Elle est même assez catastrophique, assez dure pour ceux qui entreprennent aussi et qui investissent. Mais on a une force qu'on ne retrouve pas beaucoup dans le monde, c'est qu'on a de l'effet de levier bancaire. Donc, moi, je dis, de toute façon, la fiscalité, elle change. Elle change aujourd'hui, elle changera demain, elle changera toujours, des fois en bien, des fois en mal. Je pense que la capacité à être un bon entrepreneur, un bon investisseur, c'est de rester flexible. Il faut s'adapter, il faut voir le coup venir, adapter ton échiquier, bouger. Oui, on a perdu le doubleur amortissement et l'MNP. Foncièrement, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de mieux quand même aujourd'hui que du LMNP? Tu vois ce que je veux dire? Foncièrement, ça, ou de la SCI, mais foncièrement, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est moins avantageux qu'avant. Est-ce que c'est pour autant que tu peux plus gagner de thunes en IMO? Moi, je suis sûr que non, évidemment. Donc, ouais, c'est moins cool. Mais on fait quoi? On pleure parce que on peut plus. Ça, pour moi, c'est le même débat que les taux sont à 4%. Les taux sont à 4%. C'est moins cool qu'à 1%. Il n'y a pas sujet. Tu gagnes plus d'argent en IMO parce que c'est à 4%. Je préfère perdre 200 balles de cash flow par mois. Si au lieu de faire 2000, je dois faire 1008, je vais m'en remettre. Tu vois? C'est sûr que si je pouvais faire 2000, c'est mieux. Mais je fais pas les règles. Moi, je joue avec. Mon travail, c'est de jouer avec, c'est de composer avec, c'est de faire en sorte d'optimiser ce que je peux. À un moment, il faut faire avec. Moi, je pense qu'il faut faire avec. Il faut rester flexible. Et il y a toujours une solution. Et puis, si des fois, on doit gagner un petit peu moins parce que, on perd quelques avantages, c'est le jeu. C'est le jeu. Moi, ça m'inquiète pas, tu vois. Justement, pour optimiser, tu as choisi de faire ta stratégie, c'est de la location courte durée. Pourquoi avoir choisi la location courte durée plutôt de la location à l'année? Ouais, intéressant. Alors moi, si tu veux, j'ai 3 piliers d'enrichissement vraiment forts en IMO. Je fais que de l'immeuble, pas d'appart, parce que je trouve que d'acheter plusieurs d'un coup, ça va plus vite, tu coûtes moins cher, diviser les travaux, ça c'est mieux. Dans mes immeubles, je fais que de la courte durée, parce que c'est le système d'exploitation qui crache le plus. Et je fais beaucoup de travaux, parce que ça me permet de ne pas payer d'impôts du tout. Et donc, tu vois, pour en faire un petit aparté à la loi de finances, quand tu vois que justement les forfaits passent de 50% à 30%, que tu vois que le meublé touriste va passer de 71 à peut-être 50, voire peut-être même 30, en fait, je suis pas impacté, moi, au réel, ça change rien du tout, en fait. Ça change strictement rien. Donc là, il y a plein de personnes qui sont un petit peu en train de faire la tête. Et c'est normal, je les comprends. Mais typiquement, moi, cette réglementation, elle change strictement rien à mon parc, elle change rien du tout à mes impôts.
Pour ce qui est aussi de la loi anti-Airbnb, bah, elle change rien non plus, parce qu'en fait, la loi anti-Airbnb, ça va être surtout les grosses villes, les villes qui ont plus de 200 000 habitants, les zones tendues de ouf. Et en réalité, c'est des villes où souvent, tu as des premiers de carré qui sont quand même élevés. Et donc, c'est des villes où, même qu'il n'y aurait pas de contraintes, majoritairement, j'y vais pas dans ces villes-là, parce que la rentabilité locative, elle est pas forcément là. Et souvent, je pense que, et c'est aussi ce qui m'a amené à faire de la LCD, c'est que je suis tombé dedans un petit peu par hasard, à pas du gain. Et en fait, après, je me suis rendu compte que ça avait plein d'avantages, que c'était kiffant, qu'en plus, quand je voulais récupérer mes arts, je pouvais les récupérer, je pouvais mieux les suivre, mieux les entretenir, je pouvais pas avoir de loyer impayé. Ça me permettait de scaler surtout beaucoup plus vite, parce que moi, ça a été ça, mon facteur numéro 1 qui m'a fait tomber dedans, c'est comment je vais pouvoir scaler mon activité. Alors que j'ai 25 000 € de côté, j'ai dû mettre un petit peu d'apport pour les notaires. À ce rythme-là, dans 2 OP, j'ai plus rien, quoi. Donc, et si je suis à l'équipe, en fait, je vais pas pouvoir. Mes parents peuvent pas me donner d'argent. À un moment, je vais vite être banqueroute, tu vois. Donc, il fallait que je trouve quelque chose. J'ai fait de la LCD. Et si tu veux, moi, dès le début, je te l'ai dit, le lendemain, je suis retourné chez mes parents à temps plein dans la ville où j'investissais. Donc, foncièrement, j'avais le temps de gérer la LCD. Je pouvais même faire les entrées de mes clients moi-même, tu vois. Je les ai pas fait, j'ai boîte à clés, mais j'ai fait les ménages. Pendant quasiment 6 mois, c'est moi qui ai fait les ménages. J'étais là, donc en fait, c'était un système qui était adapté pour moi. Certains, c'est plus compliqué, c'est chronophage ou les conciergeries, mais moi, j'ai jamais eu de conciergerie, tu vois. Même encore maintenant? Non, jamais de conciergerie. Pas de channel manager. J'ai rien, moi. Je fais tout moi-même. Parce qu'en fait, je fais tout moi-même. Non, moi, je fais plus rien moi-même aujourd'hui. Mais si tu veux, j'ai bâti mon écosystème que sur de la LCD. Donc en fait, j'en ai eu 3, j'en ai eu 6, j'en ai eu 10, j'en ai eu 15. Et donc en fait, ça m'a permis d'avoir du volume pour être capable de prendre à plein temps une femme de ménage. Ça m'a permis d'être rentable. Tu vois, par exemple, je te prends l'exemple d'un channel manager. Souvent, les gens me disent, mais tu prends pas de channel, mais comment tu fais? Tu reparamètres tes sites, tes annonces, mais machin, etc. Mais ça doit être galère. Non, c'est pas galère. Parce qu'en fait, moi, ce qui se passe, c'est que du coup, vu que j'ai le volume aujourd'hui, je paye une personne qui s'occupe que de mes clients et de gérer les annonces. Mais en fait, un channel, c'est bien joli, tu changes un truc, ça change sur toutes tes plateformes, etc. Même si foncièrement, à part utiliser Booking et Airbnb, il n'y en a pas non plus 50 000 qui sont intéressants. Moi, aujourd'hui, je suis que sur ces 2 plateformes. Mais il y a un problème que ça ne résout pas. C'est tes clients, ils vont toujours t'appeler, ils vont toujours te poser des questions, et ça, le channel, il répond pas à ça. Donc en fait, moi, j'ai pris une personne qui répond aux messages, qui répond au téléphone à mes clients toute la journée, et qui du coup gère les plannings, manage mes équipes de ménage, etc. Donc en fait, entre le coût des channels pour tous ces appartements-là, en sachant que ça résout pas ma problématique numéro 1, que personne va décrocher au téléphone, et moi je peux plus décrocher au téléphone, c'est pas possible. Je veux dire, quand t'as 40 lots, je veux dire, et ça sonne du matin au soir en Airbnb, c'est un délire. Hein. Donc en fait, je peux pas. Donc coûte que coûte, en fait, il fallait que je trouve une solution pour ça. Donc en fait, je préfère payer quelqu'un chaque mois. Mais en fait, elle s'occupe de tout. C'est elle, mon channel manager à moi, en fait. Sauf qu'en plus, elle répond au téléphone, elle répond à mes clients et elle pilote un petit peu. Mais voilà, dès qu'il y a les équipes de ménage qui ont des retours parce qu'il y a une petite casse, ils ont pété un abat-jour, etc., c'est aussi elle qui va le racheter, elle a la carte, etc. Donc en fait, c'est piloté un peu automatiquement. Et moi, j'ai juste cette personne qui me fait un petit retour. Et du coup, c'est plus facile à gérer. Donc pour moi, c'est pas une contrainte, la LCD, tu vois, parce que je l'ai automatisé comme ça. Et c'est devenu rentable parce que en plus, j'ai fait du volume en termes de lot. Donc c'est devenu rentable, tu vois. Ça coûte cher une personne à plein temps pour s'occuper de tes... Ça coûte cher, non. Enfin, c'est pas que ça coûte cher. Après, moi, c'est des personnes que j'ai réussi aussi à trouver dans mon entourage qui l'ont fait. Donc, non, moi, je prends en micro-entreprise, souvent. D'accord. Donc, c'est de la prestat de service. Non, une personne comme ça, c'est 1 500 balles par mois. Parce qu'en réalité, c'est même pas un 35 heures. En fait, je lui demande même pas 35 heures. Ce que je lui demande, c'est d'être disponible tout le temps. Mais t'as pas 35 heures d'appel client par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est histoire de dire, bon, je te monopolise quand même. Tu peux pas, voilà. Après, si t'as envie de le faire pour quelqu'un d'autre, tu peux aussi. Mais voilà, ça coûte 1 500 balles par mois en fonction de, voilà, du volume que tu vas avoir à faire, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est une décharge mentale de fou, quoi. Magnifique, ça c'était une de mes questions en plus, vraiment de savoir comment tu faisais pour le process, pour gérer aujourd'hui, automatiser, parce que, enfin tu vois, moi je t'ai dit tout à l'heure, je fais que de la location longue durée. Oui. Je me suis mis à la location courte durée cet été. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, oui, c'est une contrainte. Et comme je pourrais, si je passe tous mes appartements en location courte durée, tu vois, mais le faire pour 1 ou 2, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Moi aujourd'hui, mon parc IMO, il tourne. Tu vois, les gens peuvent se dire, ah, c'est chronophage, faut que tu t'occupes des locataires. Non, j'ai plus d'une trentaine de locataires. Oui, ça me prend 1 heure par mois. Alors, bien sûr, des fois, quand il y a un turnover ou un petit peu plus, parce que je suis encore comme toi, je fais beaucoup de choses moi-même. Mais tu vois, même ça, je vais finir là par le déléguer. Ouais. Mais c'est pas si long que ça. Les gens se font toute une histoire. Ouais, faut que je quitte mon CDI, faut que je fasse. Non. Non. Profite de ton CDI à fond ou profite de ta boîte qui tourne à fond
pour faire de l'IMO. Et une fois que tu as un parc assez gros, tu pourras mettre des choses en place qui vont te permettre de tourner. Mais il ne faut pas faire tout le temps le désordre. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir, et toi, tu fais du logement atypique. C'est ça, si tu peux nous en parler un petit peu. Moi, je fais du logement atypique, ouais. Bah, si tu veux, j'ai commencé, j'ai tout fait un peu. Hein. J'ai commencé par la location. Je te dis, j'avais deux personnes en meublé. Après, j'ai acheté un deuxième immeuble aussi où on avait fait un Erasmus parce qu'on a une grande colocation qui était de 4 chambres, 110 mètres carrés. Donc, on a fait de la coloc sur Erasmus. 4 chambres, 110 mètres? Ouais. C'est des grandes chambres. Avec 2 salles de bain, ouais, c'est des belles chambres de 12-13 mètres. Il y a un beau salon, il y a 2 salles de bain, 2 toilettes séparées et tout. C'est vraiment pas mal avec une mezzanine et tout. C'était vraiment sympa. En région parisienne, tu fais 10 chambres dans 110 mètres. Ouais, c'est ça. Mais avec l'expérience, je pense que tu vois, je manque un peu d'expérience. J'aurais pu rentabiliser avec au moins 1 à 2 chambres de plus, je pense. Ouais. Mais tu vois, donc j'ai testé Erasmus. J'ai quasiment une vingtaine de garages aussi que j'ai toujours, tu vois. Donc j'ai touché un petit peu à tout. Et c'est par expérience où j'en suis arrivé aussi à me spécialiser en LCD et que ça m'a convenu et que ça, voilà, c'est quand même une machine à cash, la LCD, on va pas se mentir, ça marche bien. Après, les gens, ils se rendent pas compte de la clientèle. Tu vois, on en parlait tout à l'heure par rapport à la loi anti-Airbnb, de se dire, bah ouais, mais je peux plus le faire là, je peux plus le faire là. Mais c'est pas des villes où il faut aller, en fait. C'est Cannes, etc. Mais c'est super cher, en fait. C'est super cher. Ouais, mais dans les autres villes, c'est le trou du cul du monde, je loue pas. Mais crois-moi, dans les autres villes, c'est parce que tu ne connais pas ton avatar client, en fait. Quand tu te rends compte que 80% de ta clientèle à l'année, c'est du travailleur, c'est du pro, c'est pas du tourisme, ça redéfinit complètement tes critères, en fait. Et ça m'amène à la transition. Pourquoi aussi on est arrivé, du coup, à l'atypique? Parce qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé à l'atypique. C'est que l'atypique, c'est... tu vois, c'est de la LCD sous testostérone, tu vois. c'est ça, en fait, l'atypique. C'est de la LCD, parce qu'en soi, l'atypique, c'est juste des logements qui sont complètement différents, mais tu les loues aussi sur Airbnb, Booking à la nuitée. Mais là aussi, ça redistribue un petit peu les codes, parce que la LCD standard, location courte durée classique, où tu fais du logement classique à 40, 50, 60, 80 balles la nuit, c'est pas le même profil. C'est-à-dire que là, le lieu est différent. C'est-à-dire que la personne, elle vient dans une ville pour un intérêt pro, etc., et elle a besoin de se loger, tu vois. Un atypique, c'est l'inverse. Elle vient dans la ville parce que son intérêt, c'est ton logement. Donc déjà, ça redistribue les endroits où tu peux acheter. Tu peux te permettre d'acheter dans des plus petits endroits de l'atypique, alors que je pense que tu pourrais pas le faire pour la LCD classique, parce que je pense que ça marcherait un petit peu moins. Mais quand je dis des petits endroits, je parle de moins de 10 000 habitants, parce que sinon, tu peux y aller. Enfin, je veux dire, pas besoin d'être dans des villes de 200 000 habitants pour faire fonctionner une LCD. Et pourquoi on en est venu à l'atypique? J'ai commencé avec une suite troglodyte. Donc les suites troglodytes, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grotte sous terre, c'est des anciennes carrières, c'est sous terre, c'est 8 mètres sous terre, et c'est un trou plein de terre avec, voilà, dans la roche. Et c'est mon frère, mon associé, qui un jour m'envoie ça. C'est lui qui fait toutes les recherches. Comme je te disais tout à l'heure, il est sur le bon coin du matin au soir, lui ça l'excite, moi ça me fait chier. Et à un moment, il m'envoie ça, un truc à vendre, mais genre 25 000 balles, tu vois, c'est que dalle en plus. Et je lui dis, mais c'est un trou, c'est une cave, il y a de la terre. Je dis, pourquoi tu m'envoies ça? Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça? Il me dit, on sait jamais quand même, attends, ça se trouve, il y a moyen. Et moi, je regarde, je dis, c'est pas con ça. Je dis, bah attends, je vais voir, c'est à 10 minutes de chez moi, je vais voir. Et là, je débarque, je vois un trou, je descends, il y a une pente et tout. Et là, je vois le truc, je fais, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et les gens, ils vendent ça 25 000 quand même. J'ai payé ça frais de notaire, j'ai payé ça 28 400 € frais de notaire, ouais, inclus. Pas parce que t'as quand même le terrain, tu vois. Donc, il y a un petit terrain. Ouais, t'as le terrain, t'as la grotte, mais j'ai du jardin. Tu dois avoir 300 mètres carrés de terrain, plus les petites grottes, etc. Et pareil, divorce. Donc, fallait vendre, ils s'entendaient plus, ils l'avaient acheté il y a 6 mois. Ils avaient vidé un peu la merde qui avait été stockée dans les cailloux, et puis voilà. Et du coup, j'ai dit, mais attends, on pourrait refaire un truc de fou. Mais j'y connais que dalle, tu vois. Donc, je regarde troglodyte, je fais, mais en fait, j'avais déjà entendu parler, parce que dans ma région, c'est très connu. Il y a beaucoup de caves troglodytes, t'as des restaurants aussi troglodytes où on y mange des spécialités, etc. Mais moi, j'avais l'image, tu vois, du troglo un peu flippant. Tu descends sous la grotte, ça fait peur, tu vois. Tu te demandes s'il n'y a pas des petites bêtes qui vont sortir des trous, tu vois, c'est flippant. Et souvent, tu vois, c'est des trucs, c'est de la vieille tomate, c'est très vieux. Et là, je me dis, c'est pas ouf, quoi. Et là, je sais pas, me demande pas comment. Bon, après, on avait déjà de l'expérience. Hein. Je te parle de ça. On arrivait à l'atypique. J'avais déjà une trentaine de lots en LCD. Donc, j'avais déjà quand même de l'expérience clientèle. Voilà, je venais de passer la barre des 10 000 réservations faites sur Airbnb Booking. Donc, j'avais quand même touché un peu du client, tu vois. Et là, je vois le truc et je me dis, mais attends, là, il y a un marché à prendre. Parce que cet atypique-là, atypique exotique même, si on y ramène la dualité roche, luxure, on va plier le game parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Ils jouent vraiment le jeu de l'ancien, tu sais, le médiéval, quoi. Et moi, je me suis dit, mais attends, ce que les gens, en fait, c'est déjà
Atypique, t'es déjà dans un trou. C'est bon, tu l'as ton contexte. N'en rajoute pas avec les vieilles tomates, les vieux trucs. C'est bon, t'en as déjà. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est un confort dans un endroit qui est cool. Mais ils veulent se sentir comme à la maison, safe, bien chauffé, bien cool, bien dans un beau canapé bobo chic, mais dans une grotte. Rien que d'être une grotte, ça suffit en fait. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a fait l'adulité. On a deux suites. Une suite de 85 mètres carrés, une suite qui fait 70 mètres carrés. Et là, on fait du haut de gamme, tu vois, genre béton ciré partout, spa, jacuzzi, home cinéma, grand écran, enfin voilà, on fait la totale, tout en massif, des king size, matelas chauffant partout, enfin tu vois, on fait tout, baignoire îlot, enfin t'as tout. Et ça nous prend, je mets pas mal la main à la pâte sur ce projet, parce que je connais pas, parce que là c'est plus placo, peinture peinte, c'est géologue. Ah, géologue. Ah bah bien sûr, t'es sous une grotte, faut pas que ça s'effondre. Confortement de cave, splittage dans la roche pour pas que ça se décroche et tout. Ah ouais, j'ai 45 000 € de budget de confort. Ce qu'on appelle le confortement de cave, c'est faire en sorte que la voûte par séisme ou quoi que ce soit ne s'écroule pas, tu vois, parce qu'en dessous, j'y mets, c'est pas moi, tu vois, j'y mets du locataire. Donc moi, j'ai pas envie de finir en zonzon si un jour il se passe un truc, clair, tu vois. Donc moi, je le dis toujours à mes élèves aussi, c'est si vous faites de l'IMO, c'est du bonus. On n'en a pas forcément besoin dans sa vie, donc il faut dormir sur tes deux oreilles tout le temps. Donc bah en fait, même débat pour les grottes. Si je le fais, je prends pas le risque s'il y a un séisme ou il y a un poids lourd qui passe ou il y a une bagnole ou je sais pas pourquoi il y a un glissement de terrain, j'ai le caillou qui tombe sur la tête de mon locataire, tu vois, et que je sois en procès toute ma vie. Donc, mais tu te renseignes, ça se fait très bien. Donc, études géologiques, chose que j'ai jamais faite, confortement de cave, splitté, coque armée, machin, etc. Et je m'attendais pas à tout ça. Bah non, mais pas. Je découvre, tu vois, donc ça me prend du temps. On met 1 an et demi. Alors qu'on sort des immeubles de 5 lots en moins d'1 an. Et là, je mets 1 an et demi pour sortir deux petites suites, entre guillemets. Mais contrainte d'humidité. Parce qu'une fois que tu as fermé les fenêtres, bah, t'es dans la roche. Donc la roche, c'est jamais hors d'eau, en fait. Mais t'as des fenêtres déjà ? Ouais, en fait, un troglo, si tu veux, c'est, tu vois, c'est comme si t'es à flanc de falaise. Ouais. Donc, t'as ton trou qui est dans la roche, mais du coup, t'as quand même une façade humaine. D'accord, c'est pour ça que c'est pas une cave, c'est vraiment un troglo. T'as une façade humaine, donc t'as une porte, t'as des fenêtres, etc. Donc, il fait pas nuit. Hein. Il fait pas nuit, c'est pas forcément très profond. Souvent, c'est le long de la falaise. Donc, en fait, factuellement, c'est pas forcément très profond. Mais du coup, t'es quand même sous la roche. Donc, en fait, la roche, elle respire, elle vit au-dessus, t'as de la végétation, etc. Donc, en fait, c'est très humide, il y a toujours de l'eau dedans. Donc quand c'est ventilé, ça va, mais quand tu fermes les portes et que tu fermes les fenêtres et que tu chauffes à 20 degrés, bah t'es à 98% d'humidité tout le temps, ça pisse partout, ça pourrit partout, donc contrainte de gestion d'humidité, tu t'aperçois que bah, tu vas devoir repenser tout ce que tu pensais, tu vois, un abat-jour, t'oublies, il est pourri, c'est de la matière molle, tu veux mettre un truc en paille, t'oublies, ça va pourrir 2 jours après. Tu vois, je connaissais pas, j'achète un petit plateau, tu sais, un peu sympa, en rotin, osier, pour plateau petit-déj et tout. Je le pose dans le meuble de cuisine. Je reviens genre 3 jours après. Il était vert. Je parle pas de 1 mois, 3 jours. Il était vert. Ok. Vert. Et là, je me suis dit, ouais, c'est chaud. Et en fait, on a travaillé sur l'humidité. Ça se fait, encore une fois, des installations un peu de piscine, gros des yeux, etc. Donc ça coûte cher. Hein. Mais ouais, on les a sortis. Et, quand j'ai vu le résultat financier, je te parle, ouais, on s'est dit, mais attends, je fais que de la typique, moi, maintenant. Je fais que de la typique, tu vois. Ça crache autant que 10 appartes. Sauf que 10 appartes versus 2, j'ai 5 fois moins de locataires, donc j'ai 5 fois moins d'emmerdes. Donc en fait, on s'est mis à faire de la typique, puis après on a enchaîné Love Room, suite Indiana. Là, on vient d'acheter une 3e suite Troglo en ce moment. Et on enchaîne que de la typique, suite mexicaine, etc. etc. Et ça marche du feu de Dieu. Ouais. Ah ouais, c'est quoi les chiffres ? Les chiffres sur les suites, t'es entre, allez, on va dire, on va prendre une moyenne, t'es entre 4 000 et 6 000 € par mois par suite. Plus à 6 000 l'été, plus à 4 000 l'hiver, tu vois. Et 4 000 à 6 000 par suite. Donc on fait entre 8 et 12 000 par mois sur les 2 suites. Pour un prêt à 210 000 balles. Ok. Tout financé par la banque, travaux ? Non, pas tout financé par la banque. L'achat, je l'ai acheté content. Okay. Parce que pour le coup, se faire financer de l'atypique, beaucoup plus compliqué que de se faire financer de l'immobilier lambda. Parce que, pas toi que je vais l'apprendre, hein, mais forcément, on est sur un produit qui est un petit peu exotique, tu as de la menace d'effondrement. Pour eux, c'est toujours un petit peu plus risqué. Pareil pour l'assurance, d'ailleurs, petit aparté, j'ai galéré à trouver une assurance. D'accord. J'ai vraiment galéré à trouver une assurance. J'ai dû faire 6-7 assurances avant qu'on m'assure mon Troglo, alors que pourtant, dans la région, il y en a beaucoup, tu vois. Et mais ça reste délicat. Tu dois casquer. Pas tant, bon pour le coup, pas tant, mais ils veulent pas prendre le risque d'aller dessus. D'accord. Non, pour les 2 Troglos, je dois payer, je sais pas. Non, c'est pas des matchs, je dois payer 600 balles par an, un truc comme ça. Donc, c'est pas déconnant, tu vois, c'est pas déconnant. Taxe foncière, elle est minable parce que c'est de l'habitation souterraine. Donc, l'année dernière, j'ai payé 78 € de taxe foncière.
Bah ouais, Ah c'est oui, le incroyable. souterrain. Bah en fait, ce qu'on appelle des divisions au volume. C'est-à-dire que le dessus, c'est la route, ça me appartient pas. Et moi, j'ai que le dessous. Donc quand tu as les volumes souterrains, les taxes foncières ne sont pas aussi élevées que quand tu as le volume foncier sur terrain. Donc en fait, je paye 78 € de taxes foncières. Donc c'est minable en plus. C'est minable. Mais non, je l'achète content. Parce que c'est 28 400 balles. Donc on est avec mon frère, on se dit, allez, vas-y, on met 15 000 balles chacun et puis on le prend. On a fait des demandes en banque, mais on a pris que des refus. On s'est dit, non, on le laisse pas passer. Mais il y avait quand même 200 000 balles de travaux. Et à ce moment-là, ça, t'as fait comment? je les ai pas à les mettre. Déjà, premièrement, en liquidité. Et puis j'ai pas envie de les mettre. Tu vois, j'ai envie de faire du levier. Et je me dis, bon, on l'achète. Et on va voir comment on fait. Hein. On va voir, on improvise, tu vois, on fonce. On se dit, bon, on a une grotte maintenant. J'ai pas les 200 000 balles. On va essayer. Et on commence les travaux parce que j'ai pas envie de perdre de retard. Donc, je signe des devis que je peux pas payer, mec. Je peux pas les payer, mais je me dis, ok, dans la vie, je suis plus à ça près, j'ai déjà fait tellement de dingueries. Et je le vois bien que la vie sourit quand tu fonces un peu. Audacieux. Ouais, il faut y aller. Donc je signe quasiment les 200 000 balles de devis, etc. Notamment le confortement à quasiment 50 000 balles. Et je me dis, bon, voilà. Et je trouve pas les fonds. Je trouve pas les fonds. Mon IMO, au final, je te parle de tout ça, j'ai déjà 30 lots, mais que depuis 3 ans. C'est que de la LCD. Donc, tous mes immeubles ont 1 an de travaux, donc j'en ai qui sont encore sous travaux. J'ai pas tant de recul que ça sur ma LCD, etc. Donc, bon, compliqué. Et puis, c'est exotique. Personne ne veut mettre de l'argent dessus. Ouais, mais ça va valoir quoi la vente si on met une hypothèque? Ça vaut quoi comme valeur hypothécaire, ça, à la sortie? Et donc, on monte des dossiers et tout. Je commence à mettre les premiers billets et grosso modo, je mets 80 000 € de travaux de ma poche. Et on trouve un prêt travaux à 120 000. Donc, tu vois, sur les 200 000, on est financé à 120 et je mets 80 de ma poche, plus les 30 000 d'achat quasiment. Donc, tu vois, en gros, 110 000 €, c'est pour ma gueule. T'as mis la moitié de... Je veux pas dire que j'ai un regret parce que je débutais dans l'atypique comme ça. Donc, franchement, c'est plus dur à financer. Vraiment, ça me saoule toujours au jour d'aujourd'hui d'avoir dû sortir 110 K de trésor pour ça. Franchement, c'est relou. Mais ça m'a permis de me lancer un peu dans l'atypique. Et tu vois, maintenant qu'on a refait la 3e, là, en ce moment, à l'heure où je te parle, elle est en plein travaux. Balance l'effet financé à fond. Et d'autant plus que, tu vois, moi, je pars du principe que, ok, tu as mis de l'apport, mais sous combien de temps tu peux te le reconstituer, cet apport? Là, avec ce que ça vite, hein. Là, le Trogo, il est à 50-52% de renta. Et c'est quoi le cash flow que tu dégages? Bah, cash flow, je te dis, grosso modo, on sort, on va dire, une moyenne de 10 K par mois, à peu près, et on a, 2000 € de charge, à peu près. Okay. Parce que du coup, j'ai peu de crédit. J'ai 420 de crédit parce que finalement, j'ai que 120 000 € d'enveloppe. Donc, c'était à l'époque où on a un prêt à 0,89, je crois, un truc minable. Donc, en fait, j'ai 400 balles de crédit. Mais t'as 8 000 € de cash. Voilà. Donc finalement, 400, je te dis, sur 10K, 400, on a le pôle le plus élevé, c'est pas le crédit, c'est l'ELEC. Ouais. C'est ça que je voulais te demander. Ouais, ELEC. On paye 800 balles par mois d'ELEC. 800 € d'ELEC. Ouais. Ah ouais. Pour les 2 suites, 400 balles par suite. 400 balles par suite. Ouais, parce que bah voilà, thermiquement parlant, ça reste quand même plus énergivore. Et puis on n'a pas fait les bons choix. Très clairement, aujourd'hui, on passe par full pompe à chaleur, etc. Chose qu'à l'époque, on ne faisait pas. Donc on a beaucoup d'électrique, ça consomme pas mal. Tu sais, c'est haut sous plafond, hein, ça fait 8 mètres sous plafond. Donc chauffer une grotte de 8 mètres d'auteur, ça consomme. Hein. Les spas, tout ça, ça tape. Comment tu as fait pour faire venir d'ailleurs l'électricité et l'eau dans... Après, on est raccordé tout à l'égout. Raccordé tout à l'égout, c'est sous terre, en fait, pompe de relevage systématique. Ouais. Et en fait, on a utilisé un ancien conduit de cheminée et on remonte à la verticale. Mais à la verticale, on pompe d'un relevage et on vient sur la rue et on se repique. Et ça fonctionne. Hein. D'accord. Ouais. Et non, après, bah, tu as CENI classique, tu t'amènes l'eau, tu passes tout par les conduits de cheminée, etc. On a descendu l'élec et l'eau par là. Et on est tout à l'égout. Donc ça, c'est cool. Mais à pompe de relevage. Donc non, le plus gros pôle, c'est ça. Je te dis, foncière, on en a quasiment pas beaucoup. Puis après, femme de ménage, mais il y a quand même que deux lots. Donc factuellement, ça lui fait, je sais pas, je te dirais, allez, 2000-2500 de charges par mois, grosso modo, à peu près, avec la femme de ménage. Ouais, donc tu arrives à 7000, 7005. Grosso modo, en un an, tu t'es... Un an et demi, il est rentabilisé en 2 ans. Dans mes calculs, il est rentabilisé en 2 ans, à peu près. Ok. Ouais, donc, t'arrives à te reconstituer ta trésorerie et tout. Oui, c'est pour ça. Je regrette pas, ça sera à refaire, je le referai. Mais ouais. Mais tu t'es démuni de beaucoup d'épargne. Bon, après, c'est l'expérience aussi, ça te permet après d'enchaîner. Il n'y a pas de force. Justement, ça m'a pénalisé après pour le prochain immeuble que j'ai voulu. J'ai galéré parce que justement, j'avais un peu remis ma trésorerie à sec. C'est pour ça que je dis, j'ai un peu une amertume de l'avoir mis. Ça m'a pas empêché de l'avoir, mais ça m'a fait galérer. Maintenant, c'est bon, mais voilà, ça a été un passage qui m'a peut-être un chouille ralenti d'avoir mis trop d'épargne. Ouais, ok. Mais bon. Derrière, ça accélère. Et ça m'a permis, tu vois, encore une fois, on parlait tout à l'heure de semer un petit peu ces graines. On a laissé ces tourner ces troglos. Ils ont tourné pendant 1 an et demi avant qu'on retrouve le 3e. D'accord. Et là, le 3e, ils ont vu les chiffres des 2 premiers. C'est la même banque qui m'a suivi, le Crédit Mutuel.
Ils ont vu les chiffres des 2 premiers, ils ont vu les photos, ils ont vu ce qu'on faisait, ils sont venus voir le parc, etc. Plus l'ensemble du parc, ils ont dit ok, bon, on y va sur la 3e, quoi. Si la 3e elle a la même gueule que les 2 premiers, on y go, quoi. Et du coup ils m'ont financé 230 000 là, parce que là on sort une suite, un penthouse qui va faire 120 mètres carrés quasiment, vraiment haut de gamme, sauna sous la roche, etc. avec des sports encastrés vraiment haut de gamme. Et là ils m'ont tout financé, 230 000 juste pour cette suite là. 230 000. Donc ouais. Là, le budget travaux, il est à peu près équivalent. Là, il est à 200. Ouais, on la paye 34 000 balles. Okay. Mais cette fois, il n'y en a qu'une, mais plus grande. Et on met 200, quasiment 200 000 balles, 210 000. On est en plein dedans. Donc, j'ai pas encore. Est-ce qu'on va dépasser ou pas? Tu vois, on est en plein dedans. Mais je pense qu'on va tourner entre 210 et 210 000 de travaux à peu près. Ouais. Et est-ce que c'est rentable de faire des suites aussi grandes? Enfin, quel est l'intérêt? Pourquoi tu l'as pas divisé en 2? Ouais, très bonne question. Moi, je pense que c'est plus rentable de faire plus petit. Pas trop petit, parce que dans l'atypique, moi, je pense, et de l'atypique, là, enfin, moins de l'atypique exotique, mais même pour tout ce qui est love room, des choses comme ça, jamais trop grand, ça reste la même règle qu'en IMO. Plus tu fais des petites surfaces, plus c'est rentable. L'atypique, tu peux pas faire trop petit non plus, parce que l'atypique, il faut de l'expérience client, tu vois. T'as l'immersion et t'as l'expérience. Et ça, souvent, c'est les gens, ils font des gros amalgames là-dessus. Et moi, j'ai plein de personnes que j'ai des fois en audit, qui sont même pas élèves chez moi, qui ont des audits. Je comprends pas, j'ai fait une suite Harry Potter, j'ai fait ci, ça marche pas. Mais en fait... ok, t'as mis 3 posters Harry Potter, une couette Harry Potter, mais ok, l'immersion, elle est à peu près, mais il n'y a pas d'expérience, il n'y a rien à y faire. Tu vois, t'as pas de spa, t'as pas de balnéo, t'as pas, tu vois, vraiment une expérience sensorielle qui est importante. Et souvent, les gens pensent déco. L'immersion, c'est bien. Et moi, je fais toujours cet exemple-là, je dis à mes élèves, c'est comme si tu vas à Disneyland Paris et que tu retires les manèges. T'as l'immersion, c'est beau, t'as le décor, t'es dedans. Mais t'as rien à faire. Bah, c'est un peu pareil. Et si t'as que les manèges mais que t'as pas l'immersion, bah, ça foire aussi. C'est la fête foraine et ça rapporte pas le chiffre d'affaires, tu vois, de Disney. En fait, il faut les deux. Il faut l'immersion et l'expérience. Et si tu veux qu'un bon logement atypique fonctionne, il te faut les deux. Donc, si tu as des trop petites surfaces, je trouve que c'est très compliqué d'amener de l'expérience. Parce que une balnéo, ça prend de la place. Tu veux mettre du spa, si tu veux mettre une chose comme ça, ça prend de la place, tu vois. Donc, moi, j'aime pas faire trop petit. Pour moi, moins de 40 mètres carrés, franchement, c'est ce que j'allais dire, 50, 60, 70. Toi, mes love room, elles font entre 50 et 60. C'est bien. Et tu vois, là, 120 mètres, c'est grand. Mais c'est que là, géographiquement, c'est impossible de couper. Impossible de couper. Sinon, j'en aurais fait 2 de 60 et j'aurais été bien plus rentable. C'est sûr et certain. Mais là, on peut pas. Vu que c'est sous terre, c'est la roche, c'est très compliqué, j'ai pas d'autres entrées. Enfin, c'est vraiment, là, c'est très caractéristique. Mais non, je pense que c'est pas intéressant de faire des aussi grandes surfaces. Je pense pas. Je pense que, même si on la loue un petit peu plus cher, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, les 2 suites qu'on a, elles tournent entre 280 et 350 € la nuit. Elles, tu sais, quand je leur ai déjà mis 400, c'est tout. En vrai, tu vas pas pouvoir te dire, mais attends, je la loue 350, la 65 mètres, donc elle a fait 120, je vais la louer 2 fois ça. Non, pas du tout. Donc oui, foncièrement, j'aurais été plus rentable. Mais là, celle-là, elle est vraiment indivisible, quoi. Indivisible. Ouais. Bon, c'est le projet qui fait après, c'est l'occasion voilà, aussi c'est l'occasion, de ça a été le truc, et puis on l'a trouvé comme ça pas cher, on va quand même sortir à un 38-40% de renta sur celle-ci, on n'obtiendra pas les 50 qu'on a sur l'autre, ça c'est certain, parce que justement, en grande partie, parce qu'il y en a qu'un, et qu'on a à peu près le même budget, je te dis, l'autre on était à 220, là on va finir à peu près pareil pour en avoir qu'un. Donc même s'il est plus grand, je pense que la renta sera plus faible, ça c'est sûr et certain, mais ça reste quand même une belle renta en IMO, et c'est quand même important, c'est quand même sympa, tu vois. Extraordinaire. Et tout à l'heure, tu nous parlais de ta cible. Ta cible, c'était principalement les travailleurs. Ouais. Là, c'est pas du tout les travailleurs. Donc là, c'est vraiment du tourisme. C'est tout autre chose. C'est pour ça que je te dis, je le fais pas non plus dans la même ville que je mes autres. Pour moi, c'est très important, et c'est une erreur que font beaucoup de personnes, c'est de pas savoir, et même dans tout business, pas savoir qui est ta cible, qui est ton avatar client. Et du coup, tu parles à la mauvaise personne. Moi, je vois des personnes qui font des beaux biens, mais au mauvais endroit. Et du coup, si tu montres à la mauvaise personne, bah ça n'a pas de valeur, ça prend pas. Tu sais, c'est la théorie de la bouteille d'eau. Hein. Une bouteille d'eau à Leclerc, à vaut 10 centimes, dans le désert, à vaut 10 balles. Bah, c'est le même principe. Si tu montres un atypique au mauvais endroit, il tournera pas. Donc, la cible en LCD, classique, elle va te mettre dans des villes, etc., où il y a un petit peu de trafic, et où il y a des centres commerciaux, il y a des zones indus, etc., que ça bouge un petit peu. Parce que oui, ce qui va remplir en hiver du lundi au jeudi, c'est pas du tourisme. Tu vois, moi, je suis dans le 49, près d'Angers, je suis pas à la mer, je suis pas à la montagne, c'est pas Paris, c'est pas Lyon. Mais en fait, je suis complet tout le temps, quasiment. Enfin, complet, je suis pas à 100%, mais on a des taux à l'année entre 75 et 80% de taux de remplissage. Ça fonctionne très bien sur des dizaines et dizaines de lots. Mais parce que j'ai le produit adapté. C'est du classique. Il y a du 2 chambres, du 3 chambres. Genre, je fais pas de studio dans ces villes-là. Ouais. Un studio, ça marchera pas.
Ça marchera pas. J'en ai eu un parce que, pareil, j'avais pas le choix. Ouais, c'est vraiment pas le plus rentable du parc, mais vraiment pas. Donc, il faut vraiment t'adapter. Là, je sais que du T2, T3, dans ces villes-là, ça fonctionne classique. 70 balles la nuit. J'ai des travailleurs, ils viennent à 4. Voilà, ça coûte beaucoup moins cher au patron de les envoyer à l'hôtel. Ils peuvent se faire à bouffer sur place. Ça prend. Le week-end, l'été, bien sûr, j'ai des gens qui viennent de passage, un baptême, voilà, j'ai un entretien. Ça, c'est ma clientèle. Et quand c'est en atypique, plus rien à voir. Parce que bien sûr que j'ai pas un travailleur. Les travailleurs vont pas se payer une nuit à 300 balles. Personne va faire ça. Mais alors là, ça redistribue complètement les cartes. C'est-à-dire que j'ai du voisin qui habite à 5 minutes. D'accord. Qui la loue en disant mais moi je veux passer une nuit là, c'est dingue. J'ai des gens, franchement, j'ai une bonne partie de la clientèle, c'est des gens qui sont à moins de 2 heures de route, qui viennent pour l'expérience, tout simplement. Ouais, c'est clair. Ils viennent pour l'expérience. Mais tu sais que moi, à titre perso, j'habite à Angers et j'ai déjà loué une Bally Room à 200 balles où j'y étais à pied. Hein. Mais parce qu'en fait, ça te coupe. Il y avait un sauna, il y avait un spa, on a passé une belle soirée avec ma chérie et franchement, tu déconnectes. Tu retournes le lendemain matin, t'as découché de chez toi, ça te vide un petit peu la tête. Bah, le troglo, c'est un peu ça. Tu descends dans le trou, t'es coupé du monde, t'as pas de réseau, t'as rien, t'es dans ton spa, t'as tout ce que tu veux, tu souffles. Tu re-rentres le dimanche et tu peux rembaucher le lundi. Et donc, en fait, c'est des gens qui viennent de partout. Mais aussi bien à 5 minutes que qui viennent des États-Unis, qui viennent de partout, parce qu'on a beaucoup de clients étrangers aussi qui viennent sur ces produits-là. Ouais. Beaucoup d'Américains qui viennent, beaucoup de personnes qui viennent de genre des dom-tom, Nouméa, etc., qui passent en France et qui en profitent pour faire des logements comme ça. Mais après, on a de tout. Mais là, par contre, c'est vraiment... ils viennent pour l'expérience. Et puis, c'est très romantique. Ça, tu l'as fait déjà ? T'as dormi ? Moi, j'ai dormi dedans. Ouais. La première fois, j'ai dormi dedans. Mais tu sais que j'ai dormi dans une des deux et l'autre, j'ai dit, on va tester l'autre. Je l'ai jamais testé. Et je les ai tellement vus, tellement bouffés avec les travaux, je peux plus les voir en peinture. C'est dingue, je peux plus. Mais comme tous mes biens, à force, j'y passe tellement de temps, je peux plus les voir. Mais non, ça marche très bien. On fait beaucoup de personnes. On vient fêter dans 1 an. J'ai dû faire 60 demandes en mariage, demandes de Pax. On vient pour les 1 an de notre enfant. Tu vois, des moments comme ça. Du coup, tu me vois venir. On fait de l'upsell à gaver. Parce que pack romantique. On fait, il y a certains mois, on fait 1 200 € d'upsell par suite. Tu vois. Parce que j'ai un client sur 2 qui le prend. T'as des grosses marges là-dessus ? Le pack romantique, en gros, c'est vendu 60 balles, mais ça me coûte 10 balles. Ah oui, t'as une belle marge. Ouais. x6. Moi, je fais ça. Moi, les upsells, comment je les vois, ma vision sur l'upsell, c'est se rajouter une contrainte, tu vois. C'est faire un truc en plus. Si je me rajoute une contrainte, si je prends un risque aussi, parce que tu sais, les gens ils t'attendent au tournant. Aujourd'hui, moi je l'ai vu, l'évolution de la LCD. Aujourd'hui, les gens ils t'attendent à un niveau d'hôtel. Hein. Sinon, tu te fais détruire sur les commentaires. Hein. Aujourd'hui, il y a plus. C'est fini le Airbnb du particulier. Je suis chez l'habitant, ça la cool, je suis léger. C'est fini. Aujourd'hui, tu vas au Carlton ou dans un appart comme ça, tu te fais déchirer de la même façon. Les mecs, j'en ai moi qui me demandent, on pourra payer avec notre TPE à l'accueil. Je dis non, tu vas pas payer avec ton TPE à l'accueil. T'es sur Airbnb. Ah mais ça, on le sort plein de fois. Donc tu as des niveaux de contraintes qui sont... Voilà, tu as intérêt... L'exigence des clients, aujourd'hui, elle est toujours plus haute. Et donc, si tu amènes un upsell, c'est que tu amènes autre chose. Tu tends le bâton pour te faire battre un peu. Donc, un upsell, c'est bien si tu arrives à le reproduire tous les jours de version qualitative. Tu vois, par exemple, je prends les petits déj, un exemple. J'ai beaucoup de personnes qui ont envie justement de développer un peu l'activité autour de leur business. Moi, je le vois beaucoup, hein, moi qui fais beaucoup de LCD avec les gens. Je vois que souvent, les gens, ils ont cette tendance en ce moment à développer ce qu'ils ont plutôt que d'aller acheter. Tu vois, je te prends l'exemple des upsells. Plutôt que d'aller investir dans d'autres apparts, ils vont essayer d'optimiser ce qu'ils ont à fond. Ou par exemple, ils ont acheté leur résidence principale, au lieu d'aller en acheter un autre, ils essayent de voir s'ils peuvent pas faire une extension, s'ils peuvent pas refaire la cabane au fond du jardin. Tu vois, ils sont très comme ça, les gens. Et c'est OK, mais l'upsell, faut faire attention parce que si t'arrives pas à avoir un niveau de reproductibilité parfaite, bah, t'as beau avoir le logement parfait, si ton petit déj, ton pain, il est pas frais, il est un peu sec, etc., tu te fais détruire. Ouais. Prendre un risque pour gagner 5 balles, ça t'intéresse pas. Je le fais pas. Tu le proposes le petit déj ? Non. Justement, le petit déj, je fais pas. Et je le ferai jamais. Parce qu'un petit déj, tu vas pas non plus le vendre 50 balles, évidemment. C'est clair. Tu vas le vendre 12, 15, allez 20 balles par personne. Mais 20 balles par personne, moi le premier, quand je vais à l'hôtel client, 20 balles, j'espère que j'ai un bon petit déj, tu vois. Donc, un truc frais, avec un bon jus d'orange, etc. Donc, toi, déjà, ça te coûte au moins 8 à 10 balles de le faire. Et je prends un risque, parce que c'est-à-dire que tous les jours, j'ai des contraintes pour avoir du pain frais, des pains au chocolat frais, etc. Donc, en fait, parce que si t'as le malheur de pas être frais, tu vas te faire couper au couteau. Donc, en fait, pour moi, ça représente trop de risques de me prendre un mauvais commentaire parce que je vais pas être en capacité de le reproduire top tous les jours. Pas romantique, mais c'est super simple. J'achète une bouteille de champagne, 8 balles.
Après, c'est de la déco. On met toute la suite aux couleurs de l'amour. On fait un cœur sur le lit. On fait des serviettes en cygne. On fait un petit pochon au chocolat où dedans on met des petits chocolats, etc. Sauf que moi, je les ai achetés chocolat. On met genre 8 variétés. Mais je les ai tous achetés en pot de 1000. Tu vois, sur les grossistes. Donc, en fait, à l'unité, ça me coûte 0,02 centimes le chocolat, tu vois. Donc, en fait, tout ça, on annule des petites lanternes, on met tout. Donc, allez, on va dire 2 balles d'installation. Donc, ça me coûte 10 balles. Mais je sais que tous les jours, il sera reproduit à l'infini avec la même qualité. Donc, je peux pas me faire démolir dessus. Et je marche 50 balles. Okay. Là, ça vaut le coup. Sinon, je le fais pas. Magnifique. Je le fais pas. Je fais que ça, les lovebox. Ça marche bien. Dans mes love rooms, on fait des lovebox, tu vois, parce que tout ce qui est un petit peu jouet intime, etc., ça, on peut pas le laisser en commun, bien sûr, c'est pas bon, tu vois. Ça, c'est pas bon. Pas trop bon. Donc, du coup, on vend des lovebox, voilà, et elle me coûte à peu près 15 balles à faire, un petit peu plus cher, parce que dedans, t'as des objets qui sont un petit peu plus onéreux, et ça part entre 60 et 80 balles, grosso modo, ce qu'on fait. Donc voilà, ça marche, c'est très facile, c'est reproductible, on a la boîte, le petit nœud rouge, t'as tous les objets dedans, c'est des objets achetés individuels qui sont encore sous vide, et là, ça, c'est facile à reproduire, tu vois. Ça, je fais. Non, sinon, je fais pas. Départ, arrivée, différé. Parce que ça, tu peux le faire à gogo aussi, ça s'est pris souvent. Ouais. Mais c'est tout ce que je fais. Moi. Ok, ouais. Magnifique. Trop de contraintes. Sur les projets, tu les choisis comment? Tu y vas au feeling, parce que tu kiffes, parce que tu sais que tu vas te faire plaisir aussi sur la déco, parce que c'est un projet qui t'excite, parce que c'est un projet juste qui te ramène de l'argent. Comment tu fais pour choisir tes projets aujourd'hui? Bah écoute, quand j'ai commencé, je prenais des projets par mathématisme. Tu vois, c'était les maths. Je suis très cartésien, tu vois, de faire mes études, certainement comme toi. Moi, c'est les maths avant tout. Donc, c'est-à-dire que dès le début, j'ai eu cette faculté à me détacher émotionnellement des biens. Pour moi, je me suis toujours dit, ce bien, c'est une mallette de billets, tu vois. Donc, je le fais pas pour moi. Faut pas qu'il me plaise. Moi, j'ai déjà fait des apparts où je suis pas forcément fan. Bon, pas des trucs que j'aime pas du tout, mais je sais que ça va plaire à la masse, tu vois. Donc, au début, surtout quand je faisais de l'immeuble, vraiment en masse, c'était pour des chiffres. J'avais pas un kiff particulier. Mais justement, arrivé au bout d'une trentaine, ça a commencé à me faire chier le placo. Tu vois. Vraiment, je commençais à plus prendre plaisir. Et moi, je suis quelqu'un, c'est ma personnalité, je me lasse vite. Et quand j'en ai fait beaucoup, à un moment, j'ai plus d'énergie, j'ai plus l'agnac. Et moi, quand je mets pas d'énergie dans quelque chose, il se passe plus rien. Et là, je me suis dit, c'est comme ça qu'on est tombé dans les premiers troglos. Et là, j'ai, tu vois, repris une bouffée d'air. C'était cool, c'était excitant. C'était, putain, j'avais jamais fait ça. C'était cool de pouvoir retourner au chantier. J'y allais plus, tu vois, à reculons. Et après, on a continué atypique comme ça pour dire, parce que l'atypique, on peut aussi le faire dans des bâtiments classiques. Tu vois, là, mon dernier immeuble, on a fait une love room. Foncièrement, ça reste un appartement basique, tu vois. Mais plutôt que de le peindre et de faire des plaintes basiques, bah, on l'a transformé en love room. Donc, toi, une nouvelle stimulation un petit peu intellectuelle de développer, de designer, de décorer un peu autre chose, même si je suis pas un grand fanat de déco, tu vois, ça me saoule aussi un peu, tu vois. Il y a beaucoup de personnes, ils aiment bien la partie déco, la fin et tout. Moi, de moins en moins, ça me fait un peu chier. Moi, je préfère bâtir, ensuite je passe le relais, tu vois, ça m'intéresse moins. Mais ouais, c'est de retrouver de la stimulation. Après, on a fait des tentes Indiana Jones, on a fait plein de trucs parce que c'est cool, tu vois. Le troisième troglo là, c'est cool. Mais je peux déjà t'annoncer en live, et je suis peut-être bien la première fois que je le dis à une audience. Je crois qu'il n'y aura pas de quatrième, tu vois. Ah ouais? Ouais, j'ai fait le tour. Ça commence à me faire chier, tu vois. Tu vois, c'est con, mais ça y est, j'ai consommé. Tu vois, là, on est sur d'autres projets. Par exemple, on est sur des projets de terrain de loisirs pour faire de la maison Hobbit, des choses comme ça. Parce que ça y est, ça me stimule, tu vois. J'en ai pas encore fait. J'ai envie d'aller me challenger sur ça, de voir ce que ça peut faire. De la maison ponton, de la housebot, partir sur des choses comme ça que j'ai pas fait, qui vont me stimuler. Je vais peut-être faire 3-4. Et je ferai peut-être autre chose, tu vois. Mais ça me permet en même temps de diversifier, tu vois. Je vais pas acheter 8 troglos, c'est sûr que non. Pour finir sur les troglos, là, justement, tout à l'heure, tu m'as parlé par rapport au financement, la contrainte, la valeur hypothécaire. Tu penses vendre ça combien? Comment tu vas faire pour le après, je te dis, nous, dans la région, on a beaucoup. Une fois qu'ils sont réhabilités, qu'ils sont fonctionnels, ça se vend quasiment au prix du mètre carré classique de la ville. Et puis, ouais, même plus cher. Parce qu'en fait, si tu veux, ces troglodytes-là, sont pas des résidences principales. Donc c'est un peu ça aussi, c'est quelque chose que prennent pas forcément tout le temps en compte les gens, mais tu vends un petit peu le fonds de commerce avec, en fait, tu vends le business entre guillemets. Donc un business comme ça, pour le coup, c'est complètement différent aussi d'un logement classique. C'est-à-dire qu'un logement classique en Airbnb, t'as les 3/4 de tes réservations qui sont de la last minute quasiment. Ce qui fait que là, si là aujourd'hui je t'ouvre mon planning, il fait pas rêver, tu vois. J'ai peut-être aller sur l'ensemble, j'ai 10 000 balles de résa d'avance, que dalle. Par contre, sur un troglodyte, là on est au mois de février, là où on tourne, je crois pas que j'ai un samedi de dispo avant le mois d'août. Tu vois, c'est le week-end surtout. Week-end, c'est pris beaucoup à l'avance, mais je dirais que j'ai peut-être déjà 50 000 euros de bouquet sur l'appart, tu vois.
Parce que là, il y a de l'avance, parce qu'en fait, ça part. Il y a beaucoup de demandes et du coup, bah, forcément aussi, t'as beaucoup moins de concurrents. Donc, si t'as loupé un Airbnb classique, bah, le week-end prochain, t'en prendras un autre dans la ville. Si t'as loupé le Troglo, bah, tu vas pas en prendre un autre, tu vois. Donc, en fait, là, on a beaucoup plus de réservations et on fait beaucoup plus de chiffres. Donc, en fait, le jour où on va le vendre, je sais que je vais vendre l'annonce et je vais probablement vendre 50 000 € de réservation avec, où la personne va prendre le relais le jour où elle deviendra propriétaire. Donc, tu vois, on les a estimés à peu près, ces deux biens-là. Je pense que ça partira à 450 000, ouais. Les deux biens haut de gamme, et alors que je te dis, on y a mis 220 000. Mais parce que en fait, tu vas vendre la rentabilité aussi du truc. Ouais, tu vas vendre la rentabilité. Et à 450 000 balles, avec ce qu'on file, tu as déjà une excellente rentabilité. Hein. Tu seras à 20% de renta. Hein. Donc ça reste pas déconnant. Tu seras plus aux 50 comme moi, parce que moi, c'est moi qui l'ai fait. Mais tu auras quand même une rentabilité qui sera excellente. Ouais. Et j'en vois dans ma région, t'en as qui partent 300, 500, 700, 800 000 €. T'en as qui partent en fonction des surfaces, bien évidemment. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un produit d'appel qui est super intéressant parce que bah, tu sais que tu as une clientèle qui part avec et du coup, c'est vachement demandé et c'est rare. Et c'est rare sur le marché, quoi. Ok. Si tu avais aujourd'hui ta carrière d'investisseur à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu modifierais par rapport à ton parcours? Moi, je dis toujours que non. Parce que si j'en suis là, c'est peut-être parce que j'ai fait ces trucs-là, tu vois. Mais ouais, forcément, j'ai fait de la merde comme tout le monde, tu vois. Tu vois, je te prends un exemple concret. On avait des Airbnb, des apparts qui tournaient un petit peu moins, etc. Et je me suis dit, vas-y, on va les refaire, ils sont peut-être plus à la page. Ils étaient déjà refaits à neuf, il y a genre 2 ans. Et je me suis dit, on va réinjecter de la déco, on va réinjecter le truc. Mais tu vois, sans vraiment analyser si c'est ça qui allait changer. Donc, tu remets 4 000 € de déco, tu rachètes des beaux canapés et tout. Et tu t'aperçois que ça change rien. J'ai juste moins de renta parce qu'au final, cette année, j'ai 4 000 € de plus de charges et ça n'a rien changé du tout. Et je l'ai fait 2 fois avant de me rendre compte. Tu vois, donc une fois, ça doit être au coup de la leçon. Il devait pas être assez fort. Tu vois, j'avais pas retenu la leçon. Donc je l'ai refait une deuxième fois. J'ai réinjecté 5 000 € dans un appart pour le booster. Et c'était pire. Il est moins loué qu'avant, tu vois. Et en fait, je me suis dit, et en fait, j'ai foncé un peu tête baissée. Et en fait, non, il aurait fallu. C'est juste qu'il n'était pas. C'était l'offre et la demande. Il aurait peut-être fallu plutôt créer une autre chambre. Il aurait plutôt fallu l'optimiser différemment. Et c'était pas juste d'augmenter le luxe des objets et du canapé qui allait changer quoi que ce soit. Bah, j'ai fait cette connerie 2 fois, tu vois. Ça m'a coûté, en tout, les 2 transfos m'ont coûté quasiment 10 000 balles. J'ai juste perdu 10 000 balles. Je les retrouverai jamais. Tu vois, parce que c'est que du mobilier en plus. Donc foncièrement, c'est pas de valeur. Des petites conneries comme ça, à droite à gauche. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage. Voilà. Mais sinon, non, foncièrement, je pense que si t'es bien prêt, que tu sais ce que tu fais, que tu te jettes pas trop comme un idiot et que tu t'informes un petit peu, voire même tu te fais accompagner, tu vas faire des petites boulettes de terrain. Tu vois, je pense que tout, après, dès que tu as de l'expérience, tu te dis « Ah, j'aurais fait ça différemment », mais le fameux « j'aurais su », je pense que je le dirai toute ma vie, en fait, tu vois. Je suis déjà en train de le dire sur mes 2 suites Troglo que j'ai déjà. Maintenant que je fais la 3e, mais j'aurais su, on aurait fait ça. Et quand j'aurais fini la 3e, je sais que je vais le dire, tu vois. Mais c'est des petites boulettes de vie qui, à mon avis, on y échappe jamais. Mais c'est des petites boulettes qui m'ont pas coulé, tu vois. Donc, je me dis, ouais, ça fait partie du jeu et c'est ok, tu vois. Il y a certains trucs qui m'ont ralenti. Mais bon, on va pas se plaindre. On est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Sur ce, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui hésitent à passer à l'action. Ils sont là, ils veulent faire de l'IMO. Ils ont vu, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu de lumière. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Si tu as un conseil à leur donner, ce serait lequel? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de bosser dur. Vraiment bosser dur, parce que tout ça, là, c'est beau derrière un micro, mais dans la vraie vie, c'est travail de fou. Pendant quasiment mes 5 premières années, j'ai bossé comme un dingue. 7 sur 7, j'ai jamais pris de vacances, j'ai jamais pris de repos, j'ai bossé non-stop, tu vois. Mais il faut passer à l'action. Quoi qu'il arrive, il faut passer à l'action. Trop réfléchir, et pourtant Dieu sait que je suis cartésien, mais trop réfléchir, c'est mortel. C'est mortel. Mieux vaut un truc qui soit pas forcément dingue. Tu vois, je te prends un exemple. Moi, je fais beaucoup d'immersion terrain avec mes élèves. Je les emmène voir mon parc. Et la première phrase que je leur dis en début de journée, c'est « Regarde, vous voyez ce parc-là? Vous voyez cet immeuble derrière vous? Il est clairement imparfait. La façade, elle est pas ouf. Il y a des petits détails, si vous regardez, vous n'avez pas trouvé ça ouf. Hein. Mais rapporte 8K. » Parce que je me suis lancé, en fait. Tout sera pas parfait. À chaque fois que vous allez faire des choses, ça sera forcément pas parfait. Mais est-ce que ça a vraiment besoin d'être parfait pour être fait? Tu vois, il faut se lancer. Il faut faire les choses. Alors, pas bêtement non plus, pour pas prendre un mur, tu vois. Faut s'armer, faut se préparer, mais faut doser. À un moment, faut pas être trop prêt. Tu sais, t'es le premier de la classe qui passe jamais à l'action, ça sert à rien, en fait. À un moment, faut y aller. Et il y a une chose qui est très importante, c'est l'expérience terrain. Et ça, c'est très important. Une fois que tu as un peu de base,
il faut aller gagner le terrain. Parce qu'il n'y a que dans le terrain que tu fais de l'argent et il n'y a que dans le terrain que tu te fais une expérience, que tu gagnes confiance en toi aussi pour accélérer. La confiance en toi, moi, je trouve que c'est super important pour pouvoir scaler tes activités, pour aller plus vite, pour oser des choses que tu n'aurais pas osé. Au final, c'est quoi? C'est toi qui oses. Donc, c'est la taille de tes épaules qui te permet d'aller sur des projets qui sont de plus en plus complexes. Et pour ça, il faut se lancer à tout prix. Je sais que c'est un conseil cliché que beaucoup d'entrepreneurs sortent, mais c'est la vérité. Même quitte à se tromper, quitte à rater des choses. Regarde, j'ai bien raté un séminaire et ça m'a pas empêché d'en refaire un autre, tu vois. Ouais. Mais tu tires des leçons, ok, ça a raté, mais au moins je l'ai fait. Tu vois, moi j'ai des personnes qui viennent me voir des fois qui me disent bah là, faut que tu m'aides en accompagnement parce que regarde, j'ai fait cet appartement, c'est une catastrophe. Enfin, qu'est-ce que je regrette? Je dis, moi, je préfère avoir ton profil à toi que quelqu'un qui a jamais rien fait et qui est terrorisé par la peur et qui ne bougera jamais de sa vie, de son cul de sa chaise, entre guillemets. Parce que, ok, une connerie, c'est rattrapable, mais pas bouger du tout, il n'y a pas de matière à travailler. Il se passe rien, en fait. Il faut du mouvement, il faut de l'inertie, sinon il se passe rien. Assez d'accord. Pour finir, une dernière phrase, une citation, un livre, ce que tu veux, à nous partager. Moi, je suis fan de citations. On parlait en off, je crois que c'était en off, on parlait de la théorie des 10 000 heures. Ouais. Moi, je la trouve assez folle. Allez, je vais t'en donner une deuxième parce qu'il y a un concept que j'aime beaucoup qui a, moi, beaucoup changé ma vie. Mais la théorie des 10 000 heures, c'est la première. Fais 10 000 heures. La théorie des 10 000 heures, c'est quoi? C'est même si tu pars de zéro de quelque chose, c'est très nul. Je sais pas, t'es une nana, tu connais rien ou une nana ou un mec d'ailleurs, peu importe. Tu connais rien aux travaux, tu connais rien à rien. Regarde, moi, je venais pas du monde de l'IMO. Mais si tu passes suffisamment de temps à faire quelque chose, il y a un moment, tu vas devenir au moins bon. Tu vois, peut-être pas le premier, mais au moins bon. Et au moins bon, ça suffit pour faire de l'argent, tu vois. J'ai commencé les réseaux sociaux. Ma première story, je l'ai fait 10 fois, 15 fois, 50 fois. Les 100 premières stories, j'y arrivais pas. Puis au bout de 150, puis au bout de 200, puis au bout de 1000, puis au bout de 3000, maintenant, je pourrais la faire aux toilettes, tu vois. Ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Il faut faire les choses. Pratiquer, ça fonctionne bien. Et ça, c'est une citation que j'aime beaucoup. Tu peux devenir bon dans vraiment beaucoup de choses, en réalité. Et t'es le reflet des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ça, c'est beaucoup plus fort même qu'on ne le pense. Même moi, aujourd'hui, je sais que j'ai du mal à m'en extraire, alors que je me le dis tous les jours. Mais les gens... Après, on va pas rentrer dans les délires un peu d'énergie, mais les gens pompent ton énergie constamment, sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est pour ça que c'est vicieux, ce truc-là. Et des fois, mieux vaut être seul qu'avec des mauvaises personnes et te recréer ton environnement. C'est game changer, fois 1000. Ouais, c'est marrant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend partout. Mais moi, je me rappelle depuis tout petit, mon père il me disait toujours dis-moi qui sont tes copains, je te dirai qui tu es. Mais il a raison. Il a clairement raison. C'est marrant. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est répété sur les réseaux. Mais en fait, je suis d'accord avec toi. Ce qui compte, c'est l'énergie et d'avoir des gens qui sont comme toi ou qui ont des grosses ambitions, des objectifs autour de toi, en tout cas qui sont dans le même contexte que ce que tu as envie de mettre en place. Ça t'aide à monter. Donc, tu vois. Mais c'est super important. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui disent mais pour quelqu'un qui on entend souvent cette phrase, mais entre l'entendre, la conscientiser et l'appliquer, il y a un monde, tu vois. Et souvent, les gens me disent, mais comment je fais concrètement? Je vais pas changer mes amis, je vais pas changer ma famille. Ben, si, déjà, tu peux changer un petit peu quand même. Foncièrement, tu peux faire le tri. Moi, tu vois, je te prends exemple, j'ai mes 2 meilleurs potes, mais vraiment mes 2 meilleurs potes de thèse. On a fait son entraînement en vie de garçon à Las Vegas tous les 3. Enfin, vraiment, tu vois, soudés. Je les quitterai jamais. Ils sont pas du tout entrepreneurs ni investisseurs. Ils en ont rien à foutre. Mais en fait, ils me tirent pas vers le bas. C'est-à-dire que ils me soutiennent, ils trouvent ça incroyable ce que je fais, ils pichent pas une cacahuète, tu vois, ça les intéresse pas en plus, mais ils trouvent ça dingue, ils me supportent. À chaque fois que je passe une soirée avec eux, je repars plus déterminé le matin, tu vois. Bah ça, c'est quelqu'un que tu peux gagner dans ton entourage, tu vois, et ça c'est important. Et ensuite, si tu veux te faire un entourage un petit peu d'investisseurs, aujourd'hui, tu as plein de solutions pour te le faire. Mais tu sais, même en entourage virtuel, écouter des podcasts tous les jours. Moi, quand j'ai commencé, mon entourage positif, il était numérique. Mais ça marche. Si tu inondes ton cerveau constamment de ces ondes-là et de ces vibes-là, de ces gens-là, il y a un moment, tu déteins. Tu déteins, clairement. Top. On peut te retrouver où, Steven? Eh ben, écoute, sur les réseaux sociaux, Real Life by Steven, la vraie vie selon Steven. C'est comme ça que c'est parti souvent pour pas vendre de rêve. Donc, Real Life by Steven, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au travers en podcast sur la chaîne YouTube, podcast authentique avec un K à la fin. Ouais, top. On mettra le lien de toute façon de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. C'était un bon moment. C'était cool. Écoute, avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. C'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao, ciao.